François Valenne et désormais Mathis chez les Ségler. Le fromage, c'est une affaire de famille. Habitués des marchés, ces Fontenois ont ouvert leur boutique il y a quelques mois dans leur commune. Dans leur aventure, les prémices de la future foncière de commerce de la métropole. Ce fut un club emblématique dans les années 90 et 2000. Le Grenoble Volley Université Club a désormais 2 équipes en division 3, masculine et féminine. Heureusement, les jeunes se pressent, attirés par le prestige de l'équipe championne olympique l'été dernier à Tokyo. Et puis, le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère a reçu le prix Bloom du CRIF et de la ville de Grenoble. Le musée de la rue Hébert qui propose pendant quelques jours encore une exposition consacrée au bal clandestin entre 1939 et 1945. Une invitation à entrer dans la danse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 décembre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On ne va pas en faire tout un fromage, mais quand même, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la raclette. Ça file pour le roi des fromages fondus qui a enregistré depuis le premier confinement une hausse des ventes de plus de 12%. L'occasion de vous présenter une nouvelle enseigne dans l'agglomération, la fromagerie Francky à Fontaine. C'est le premier commerce de la foncière métropolitaine, Arthur Glory. Bleu de Sassenage, fromage du Vercors et bien d'autres. À la fromagerie Francky de Fontaine, c'est le circuit court qui est mis en avant. Ouverte depuis 3 mois, la fromagerie familiale veille à satisfaire les plus gourmands avec tous les produits de la ferme. On vend un peu de tout, un peu de charcuterie, mais au niveau fromage, on a des fromages italiens, des fromages de toute la France en fait. Et après, on essaye d'aller essentiellement sur des producteurs locaux. Francky, Valenne et Mathis, leurs fils, ont répondu à l'appel de la métropole, propriétaire du local. La famille a alors pu bénéficier d'un appui technique et financier pour enfin s'installer sur place. Là, le local, vous le voyez, il est de bonne facture, même s'il y a des travaux qui ont été entrepris. Ce qu'on fait, c'est qu'on rénove totalement les locaux qu'on rachète. On fait effectuer une étude de marché, parce qu'on ne va pas, nous, métropole, décider quel type de porteur la commune qui veut installer des commerces aura besoin. Et on fait un appel à projet et un appel à candidature. Donc là, c'était plus facile que ce qu'on va expérimenter sur d'autres lieux. La fromagerie s'exporte encore sur les marchés isérois et propose aussi un service de livraison. La boutique a alors 2 beaux jours devant elle. Mathis, 15 ans en apprentissage, espère bien perdurer la tradition. À terme, la fromagerie Francky pourra alors rajouter père et fils. Et le montant de l'aide à l'investissement de la métro, en plus du local, 10 000 € pour la réalisation de la vitrine. Un vaccin Covid-19 au pied du sapin à Crolles. À compter de ce lundi et jusqu'au 30 décembre, la commune ouvre un vaccinodrome à toute personne venue de Clé ou d'ailleurs, de la première à la 3e dose. Installé dans la salle des fêtes du Bourg, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Attention, seules les personnes de 30 ans ou plus sont concernées et seront vaccinées avec Moderna. Les prises de rendez-vous doivent se faire sur queldoc.com, sauf pour les plus de 65 ans et les candidats à une première dose qui n'ont pas besoin de réserver. Depuis l'annonce de la 3e dose obligatoire pour le pass sanitaire, les créneaux sont pris d'assaut et même avec rendez-vous, on compte en moyenne 1 heure d'attente au centre de vaccination du CHU Grenoble-Alpes. Les candidats au présidentiel continuent de faire leur marché en Isère. Le maire de Bourgoin-Jallieu et vice-président du département, Vincent Schricky, rejoint l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Ancien directeur de campagne de Xavier Bertrand, il devient directeur adjoint auprès de Patrick Stefanini. Ce même Patrick Stefanini que Vincent Schricky avait remplacé lorsque celui-ci avait démissionné de son poste comme directeur de campagne de François Fillon après les révélations des déboires judiciaires du candidat des Républicains. L'élection qui comptait samedi soir, c'était celle de Miss France. Le titre est revenu à la Miss Île-de-France. Si elle n'est pas montée sur le podium du jury, l'Iséroise Charlotte Faure, Miss Auvergne-Rhône-Alpes, a quand même terminé 3e au vote du public. La jeune femme a pu compter sur ses camarades du Grenoble Volley Université Club. Filles comme garçons évoluent actuellement en 3e division. Mais la relève est là, comme avant lui le hand. Le volley peut bénéficier d'un effet JO. Après le titre des Bleus cet été à Tokyo, Arthur Glory. Rien n'a changé. Au gymnase Malherbe, entre du Grenoble Volley, les smashs des joueurs résonnent toujours. Pourtant, le club est en pleine reconstruction. Anciens champions de France, anciens grands d'Europe, les volleyeurs et volleyeuses grenoblois sont à la recherche de leur gloire d'antan. Aujourd'hui en élite, soit la 3e division, le club s'efforce de renouer avec le succès, avec toujours autant d'ambition.
Le défi, c'est d'être sportivement d'être au plus haut de partout, d'arriver à répondre à notre projet sportif qui est d'amener nos joueurs au plus haut niveau, individuellement, puis collectivement au niveau de nos équipes, mais de répondre à chaque projet de joueur. La suite, là, c'est dans le secteur masculin, ce serait de performer un peu plus. On veut faire quelque chose, on veut être de mieux en mieux et on travaille pour. Et sur le secteur féminin, beaucoup de passerelles sont possibles. Notre National 2 est très bien classé et nos équipes réserves en dessous très très bien aussi. Grenoble, terre de volley-ball, le club peut toujours compter sur un soutien sans faille de ses supporters qui s'est accentué avec la médaille d'or des Bleus à Tokyo. Depuis, le sport fait de plus en plus d'adeptes dans les tribunes mais aussi sur le terrain. On a pas mal quand même eu de beaucoup de personnes débutantes qui ont voulu s'y mettre là depuis les JO et c'est vrai que ça a créé pas mal d'engouement quand même. Parmi tous les clubs de N1, je pense qu'on a quand même de la chance d'avoir dans le bassin grenoblois un public qui est quand même présent chaque week-end, surtout là depuis la reprise, depuis qu'on a le droit de revenir au gymnase, quoi. On sent clairement qu'il y a de l'envie dans les tribunes et ça nous pousse à être meilleurs, surtout à domicile. Le club aux ambitions grandissantes se verrait bien monter dans les divisions supérieures. Créer une cohésion de groupe est alors une priorité et ça marche. Filles comme garçons sont tous unis pour mieux performer. Et les équipes élites ne jouaient pas ce week-end, mais vendredi, l'équipe masculine se déplacera à Beauvais. Et pour les filles, ce sera le 16 janvier à Cannes. Ce n'était pas relâche pour tout le monde ce week-end. Retour sur les résultats pour les Isérois avec Lucille Dailly. Rien ne va plus au GF38 qui encaisse une 3e défaite d'affilée en Ligue 2. Cette fois, les Grenoblois ont subi la domination d'Amiens, une équipe très en difficulté dans le bas du tableau, entraînée par l'ancien coach du GF, Philippe Inchberger. Les Amiénois signent 2 doublés en 20 minutes qui enterrent les prétentions des Grenoblois. Anani réduit la marque à 4-1 en fin de partie. Le GF38, éliminé de Coupe de France, n'a plus gagné en Ligue 2 depuis le 6 novembre. Les Brûleurs de Loup, au contraire, font grosse impression contre Rouen, le champion de France en titre. Quelques jours après une défaite à Nice au tir au but, les Grenoblois font face à des Rouennais solides qui mènent 1-0 puis 2-1, mais les Brûleurs se montrent plus forts, égalisent puis s'imposent 2 minutes avant la sirène. Ils gardent la tête de Ligue Magnus. Et de nouveaux podiums pour Émilien Jacquelin, mais pas de première place. Le Villardien laisse la politesse à son compatriote Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite individuelle de Hochfilzen. Avec les Bleus et avec brio, il termine le relais à la 2e place aussi, derrière les Norvégiens, mais Émilien rassure quelques semaines avant les Jeux. Mardi, les Brûleurs de Loup recevront Chamonix à 20h à la patinoire Pôle Sud. Apportez vos peluches et lancez-les sur la glace au premier but grenoblois. Elles seront offertes aux enfants du Secours populaire. Les boîtes de nuit et discothèques sont de nouveau fermées depuis ce week-end. Qu'importe, le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère vous invite au bal avec son exposition « Vous n'irez plus danser ». Les bals clandestins de 1939 à 1945. Comment transgresser l'interdit? Quels liens sociaux rendent irrésistible l'envie de danser? Explication avec Charlotte Faulkner. Sauter, danser, embrasser qui vous voudrez, avait dit Madame de Pompadour. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il est interdit de danser. Au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, les visiteurs vont découvrir l'envers du décor des bals clandestins qui animaient les soirées des années 1930 à 1945. Le sujet de l'exposition, c'est vraiment de rappeler en fait un épisode qui est assez méconnu, c'est-à-dire qu'entre mai 1940 et avril 1945, les bals sont interdits sur le territoire, c'est-à-dire qu'on a l'interdiction de danser. Et donc forcément, ces bals qui vont être interdits, cette danse qui va être interdite, va conduire à la fois à une répression, mais également à l'organisation de bals clandestins. À l'époque, danser est véritablement considéré comme un loisir de masse. Les Français dansent partout, quel que soit le lieu, et forcément, leur interdiction aura un impact très important sur la société. Alors nous sommes ici devant une affiche d'un message du maréchal Pétain qu'il a prononcé le 29 décembre 1940. Donc à travers ce discours, le maréchal Pétain rend une fois de plus les Français responsables de la défaite, disant même qu'ils se sont égarés sur le chemin fleuri du plaisir. Il évoque évidemment la jeunesse et la pratique de la danse. Ce discours vient effectivement en regard avec les interdictions qui vont être prises par le régime de Vichy et cette volonté de recadrer et d'embrigader cette jeunesse vers le régime autoritaire, conservateur
est quasiment totalitaire. L'instrument souvent associé au bal clandestin, c'est l'accordéon, mais dans les Alpes, c'est un autre instrument qui animait les soirées. Il y a une longue tradition musicale du violon dans les Alpes. C'est avec cet instrument que les habitants, notamment des campagnes, ont dansé les danses apprises en regardant leurs parents, leurs voisins, etc. Et donc c'est souvent le violon qui a été utilisé durant la période de la Seconde Guerre mondiale dans les bals clandestins, du fait de cette tradition alpine, mais aussi parce qu'il venait parfois remplacer l'accordéon qui avait pu déjà être confisqué lors d'un bal réprimé. Au total, 3 mois de construction scientifique et scénographique ont été nécessaires pour permettre aux visiteurs de valser entre les différentes thématiques de l'exposition, visible jusqu'en 2022. Et ce sera précisément jusqu'au 3 janvier 2022. L'exposition partira ensuite sur les routes de l'Isère. De la danse encore à la MC2 de Grenoble qui accueille mardi et mercredi soir la dernière création de William Forsythe. Fort d'une carrière de plus de 40 ans, le chorégraphe emblématique réécrit une brève histoire de la danse et articule les liens entre classique, contemporain et hip-hop. Un programme en 2 parties entre rigueur du ballet et inventivité des danses urbaines. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec une fille qui mène tout le monde à la baguette. La batteuse et compositrice Anne Passeo sera en concert mardi soir à la Source à Fontaine. Une soirée aux frontières du jazz, de la pop, de la musique électro et des musiques du monde. Belle soirée à tous.